Bonjour, ici Benoît de la librairie Monet avec les incontournables en littérature étrangère pour le mois de mars 2023. On va commencer avec un roman australien publié au Québec aux éditions Alto. C'est celui de Robbie Arnott, L'oiseau de pluie. Un roman qu'on présente souvent comme une fable romanesque croisée avec un thriller écoféministe. Donc j'ai vu toutes sortes d'échos qui tournent dans ces eaux-là. C'est un roman en forme de poupée russe, donc plusieurs personnages qui vont se croiser. Tout commence au tout début avec une femme qui travaille sur une terre, qui travaille sur une terre de peine et de misère. C'est la sécheresse. Et donc, elle n'arrive pas à faire de récolte, son bétail survit à peine, jusqu'à ce qu'un jour, une terrible tempête arrive et c'est les inondations. Et le lendemain, on retrouve la fermière donc dans un arbre à moitié morte, à moitié noyée. Et au moment où on la retrouve, du lac, devant l'arbre, surgit un héron qui semble fait d'eau, qui surgit de l'eau, mais qui semble fait d'eau. Et à partir de ce moment, le héron va survoler les environs, et notamment la terre de la fermière, qui va soudainement, ça va être les choux gras, le bétail se porte bien, les plantes poussent, tout va bien, ça va être une ère de prospérité. Et la fermière en question va devenir une personne très appréciée dans le village, très généreuse avec toute la richesse qui lui arrive. Donc on est clairement jusqu'ici dans le roman, dans la fable, mais il va y avoir un tournant soudain qui va plutôt amener le livre vers un presque thriller, c'est-à-dire que des soldats vont débarquer dans le village avec l'objectif de trouver ce héron qui amène la prospérité. Et de là, le roman, comme je le disais, en poupée russe, va se déplacer vers différents personnages. L'écriture de Arnott est décrite comme étant, mais véritablement, un genre de croisement entre le nature writing, donc une capacité à décrire de façon magnifique les décors, la nature. Et on a beaucoup parlé dans les articles que j'ai lus sur le livre de références au monde romanesque, par exemple de Margaret Atwood ou de Ursula Le Guin. Donc un roman tout à fait atypique et qui amène aussi une réflexion évidemment sur l'écologie et les limites que l'on touche vraiment de nos jours avec les sécheresses partout dans le monde, ces temps-ci en Europe et aussi aux États-Unis. Donc c'est L'oiseau de pluie de Robbie Arnott chez Alto. J'ai une petite trilogie du deuil, donc 3 livres sur le sujet, sur la mort, mais avec des tonalités, vous allez voir, extrêmement différentes. Donc, pour commencer, un récit-essai de Adèle Van Riet, Inconsolable, chez Gallimard. Adèle Van Riet, c'est une philosophe qui a écrit plusieurs essais, mais qui a, dans la période du Covid, a perdu son père. Et donc, son livre est un genre de réflexion sur l'impossible deuil, c'est-à-dire l'impossible consolation pour elle, la façon dont elle l'a vécu et sur la façon dont elle réfléchit sur le deuil. Et elle est un peu, étant philosophe, elle est un peu comme à contre-courant contre ce que la philosophie nous apprend, notamment les stoïques, comment, dans le fond, surplomber ou enfin passer à travers le deuil, à travers la consolation, se consoler de la perte d'un être cher. Or, Van Riet nous explique qu'elle n'a pas vécu du tout ça de cette façon, que pour elle, la mort laisse les survivants dans un état d'inconsolation. Et donc, elle va creuser ce fil qui l'amène, comme je vous disais, en opposition à tout un pan de la philosophie, mais elle le fait non pas uniquement dans une réflexion philosophique, mais en parlant véritablement du quotidien, c'est-à-dire, d'abord son père est malade, elle voit venir la fin, elle doit réfléchir à la fin qui vient, et puis bien sûr, au quotidien, comment vivre une fois que ce que l'on redoutait se produit. C'est extrêmement intéressant parce que c'est
c'est un livre qui nous fait réfléchir si vous avez vécu vous-même dans votre vie un deuil, il y a longtemps ou récemment, comme Adèle Van Riet et les autres écrivains que j'ai présentés à cause du COVID. C'est une vraie confrontation d'idées et de ressentis, parce que tout en se disant inconsolable, elle fait appel à toutes sortes, plein d'écrivains, de philosophes, mais aussi d'écrivains, de romanciers, et aussi à des musiciens. Je pense par exemple à un passage sur le pianiste de jazz Keith Jarrett, que son père aimait beaucoup. Et elle écoute donc ce disque de Keith Jarrett, et arrive à ce moment-là un moment dans la musique où elle se dit c'est exactement le moment qu'il va falloir utiliser au moment du service funéraire pour mon père. C'est cette musique-là qui incarne son père. J'ai trouvé qu'il y avait, c'est effectivement extrêmement douloureux. En même temps, cette musique fait surgir dans sa tête tout ce que son père représente pour elle, et j'ai trouvé qu'il y avait comme un genre de contradiction en elle, dans sa façon d'en parler. Parce que, en fait, la musique de Keith Jarrett, qui donc évoque pour elle son père, une fois que son père est mort, Keith Jarrett et cette musique va continuer pour le reste de ses jours à être un genre de témoin de l'existence de son père. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ça m'a donné envie d'un peu m'ostiner avec Adèle Van Riet en lisant ces passages. Donc, c'est un livre très riche de réflexion sur la mort inconsolable d'Adèle Van Riet chez Gallimard. Simultanément, paraît, toujours chez Gallimard, un tout petit livre, une centaine de pages seulement, de Jérôme Garcin, Mais fragile. Jérôme Garcin, qui est un journaliste, critique, un écrivain, qui écrit des essais, qui a écrit des romans. Moi, je vous dirais que Garcin ne m'intéresse jamais autant que lorsqu'il parle, non pas dans ce que j'appellerais l'autofiction, mais dans les mémoires, le récit de ses proches. Il a déjà écrit plusieurs livres, un qui l'a peut-être fait connaître plus largement sur son père, qui s'appelait La chute de cheval. Il a aussi écrit sur sa découverte du théâtre et de la rencontre avec sa femme, la fille de Gérard Philippe, Anne Philippe, elle-même écrivaine, dans un livre qui s'appelait Théâtre intime, magnifique. Et, je pense, son plus beau livre, qui est Olivier, un récit sur son jumeau qu'il a perdu lorsqu'il avait 6 ans, qui est un des plus beaux livres, je pense, sur ce sujet, sur les rapports familiaux, sur comment l'identité se forme. C'est vraiment un livre rare, je dirais. Donc, il revient à sa famille, et lui aussi a vécu un COVID assez difficile, puisque à 6 mois de distance, il a perdu sa mère et son frère. Et donc, c'est évidemment un choc immense, à répétition, et Garcin nous fait donc le récit, et je vous dirais surtout, un portrait croisé de ces deux personnes capitales dans sa vie. Et il a écrit dans un autre livre autobiographique qui précède celui-ci le fait que sa famille souffre du syndrome du chromosome du X fragile, et donc qui se traduit par toutes sortes de symptômes tout à fait différents les uns des autres qui peuvent affecter tous les membres d'une famille, et dont son frère qui en souffrait. Et donc il revient légèrement là-dessus, mais je dirais que ce qui fait l'émotion, enfin l'intérêt du livre, c'est vraiment le style de Jérôme Garcin. Une grande élégance toujours dans l'expression, et lorsqu'il approche des sujets extrêmement émouvants comme celui-ci, eh bien, il maintient cette élégance qui fait qu'on ne tombe pas dans le pathos et que l'émotion, je vous dirais, affleure d'autant plus de façon véridique, je vous dirais d'autant plus véridique. Donc, je vous en dirai pas plus parce que, comme je vous dis, c'est vraiment très court et très fort, et c'est presque... je vous dirais, c'est vraiment une lecture qu'on peut faire avec celui d'Adèle Van Riet, parce que ces livres-là parlent de la même chose, mais d'un point de vue tout à fait différent, puisque avec Mes fragiles, on est plus dans la transmission de la mémoire de ces gens, qui donc se retrouvent encore vivants dans nos vies malgré qu'ils soient morts. Et donc, la perte, oui, est irrémédiable, mais la mémoire les fait continuer dans nos vies. Et donc, je trouve que c'est un beau contrepoint à Adèle Van Riet. C'est Jérôme Garcin, Mes fragiles, aussi chez Gallimard. Et le troisième de la trilogie, une tonalité tout à fait différente, dans un contexte tout à fait différent, il n'est pas question aussi de COVID, c'est le livre de Emanuele Trevi, Deux vies, aux éditions Philippe Rey. Trevi, qui avec ce livre a gagné le prix Strega 2021. Le prix Strega, c'est l'équivalent du Goncourt en Italie. Trevi, qui est un critique littéraire, qui avait publié quelques livres, c'est pas un écrivain très très connu, et ses deux amis, qui étaient aussi écrivains,
Pierre Perra et Rocco Carbone. Tous les deux ont publié, mais n'ont jamais véritablement, je ne sais pas si on peut dire, tenu leurs promesses, mais ils ont eu des vies très mouvementées et l'espoir d'une carrière littéraire qui les avait rassemblés tous les trois à Rome dans les années 80 lorsqu'ils étaient jeunes et qui tentaient de percer dans le monde littéraire, les deux amis de Trévi vont donc avoir des vies mouvementées et vont disparaître tous deux. Et Trévi, en fait, dans ce livre, c'est un chant d'amour, d'amitié pour ces deux amis trop tôt disparus. Et donc, un portrait croisé, une réflexion sur, effectivement, ce qu'est l'amitié à travers ces deux disparus. Je trouve que ça aussi, ça sert un peu de contrepoint aux deux autres livres. C'est que là, on est dans je dirais, dans la mémoire longue. Ces gens-là ne sont pas disparus il y a quelques mois, mais ils habitent encore la vie de Trévi, et c'est ce qu'ils nous racontent dans, encore une fois, un assez court récit qui a vraiment porté l'adhésion en Italie de toutes les critiques et de tout, moi, ce que j'ai lu depuis la parution du côté francophone. C'est vraiment un des livres surprises de cette dernière année. Donc, Deux vies de Emmanuel Trévi aux éditions Philippe Ray. Là, dans les prochains livres que je vais vous présenter, vous allez voir qu'il y a souvent un thème récurrent qui est celui de l'extrémisme, qu'il soit politique, religieux ou les deux ensemble. On commence d'abord avec le nouveau roman de Jan Carson, Les Ravissements, aux éditions Sabine Vespizier. Jan Carson fait dans le réalisme magique. C'est son deuxième roman. Le premier avait eu d'excellentes critiques, s'était retrouvé sur des listes de prix de fin d'année en France, le Femina étranger, si je me souviens bien. Et cette fois-ci, donc, c'est un gros roman qui commence, mais tout à fait dans le fantastique. On est avec Anna, qui donc vit dans une petite ville de l'Irlande du Nord, qui vit dans une famille fondamentaliste protestante. Donc, elle n'a pas le droit d'aller dans les fêtes, elle n'a pas le droit d'écouter de musique pop. Elle est privée de tout ce qui fait la vie de ses condisciples à l'école, et donc elle se sent vraiment exclue. Et un jour, donc, une des élèves à l'école meurt d'une maladie tout à fait mystérieuse. Deuxième étudiant meurt également. Et là, évidemment, la panique va prendre dans la petite ville. Les morts se succèdent, mais ce sont toujours des enfants, jamais des adultes. Et donc, va débarquer une équipe scientifique qui va essayer de comprendre ce qui se passe dans la ville, donc cette pandémie qui n'affecte que les enfants. Mais Anna, elle, va être un genre de médium, c'est-à-dire qu'elle va voir réapparaître les uns après les autres les étudiants qui sont morts. Elle aura des visions, mais une seule fois, à chaque fois. Et tous les étudiants vont finir par venir lui donner des petits indices, ou on va par un geste, par une parole. Et le roman va dès lors prendre une tonalité un peu différente, où on parle presque, chez certains critiques, on parle de roman presque à la Agatha Christie, c'est-à-dire tenter d'élucider le mystère qui est au cœur du roman. Mais comme il y a du fantastique, ça n'est pas en soi un roman policier, mais ça flirte donc avec le fantastique, avec le polar, donc on est dans un genre de... C'est un roman hybride qui parle aussi, bien sûr, de la foi, puisque ce petit village est dominé donc par le protestantisme, mais vraiment dans des formes extrémistes. D'ailleurs, Jan Carson, il y a une certaine part de ce roman qui est autobiographique, puisque Jan Carson a elle-même vécu son enfance dans une famille comme celle-là, dans une petite ville qui, dans les années 90, avait fait interdire dans la ville que le film Brokeback Mountain soit diffusé, ou que la musique de Electric Light Orchestra soit diffusée à la radio. Donc ça vous donne un peu l'idée du village dans lequel a grandi Jan Carson. Donc c'est pour l'occasion pour elle un peu d'un retour sur cette enfance à travers du roman au réalisme magique, Les Ravissements, de Jan Carson chez Sabine Vespizier. On va passer de l'Irlande du Nord, on traverse juste de l'autre côté en Écosse, avec le deuxième roman de Douglas Stewart, Mungo, aux éditions Globe. Douglas Stewart qui avait frappé très fort il y a 3 ans avec la publication de ce premier roman parce qu'il avait obtenu pour Shaggy Bane le Booker Prize, donc c'était vraiment le gros lot. Le livre s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, donc c'était vraiment une arrivée en force. Il a, pour ce deuxième roman, repris un peu la même tonalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé d'univers,
il continue de creuser, je dirais, le roman social avec, cette fois-ci, à Glasgow, l'histoire, non pas d'un enfant, Shuggie Bain, c'était l'enfance de Shuggie Bain. Cette fois-ci, on est à l'adolescence avec James et Mungo, donc le Mungo du titre, qui ont tous les deux 15 ans. L'un est catholique, Mungo est protestant, et il vit dans une famille où son frère aîné est le leader d'un gang anti-catholique. Donc on est vraiment dans la guerre des gangs à Glasgow sur fond d'extrémisme religieux, encore une fois. Et James et Mungo vont se rencontrer et vont tomber amoureux. Mais dans la maison de Mungo, il est évidemment capital pour lui que son frère n'apprenne jamais, un, qu'il est gay, mais deux, qu'en plus, il est amoureux d'un catholique, et donc il va essayer de tout faire pour que cette information-là demeure secrète. Sauf que sa mère va le percer à jour, sa mère alcoolique, qui va lui le confier à deux hommes qu'elle a rencontrés dans une rencontre des alcooliques anonymes, deux bonhommes pas très recommandables, qui vont l'amener pour un week-end dans une cabane de pêche pour, comme on dit, faire un homme de lui. Donc, on peut déjà voir que les choses ne vont pas très bien se passer pour Mungo, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un roman véritablement sur ce que l'on appelle la masculinité toxique, mais je pense qu'il y a peut-être une nuance à introduire là-dedans. C'est peut-être un livre sur la masculinité, sur son excroissance virile, et j'appellerais ça plutôt la virilité toxique. C'est donc tout à fait je dirais, non seulement dans l'air du temps, mais Douglas Stewart, avec ce livre-là, et c'est ce que tous les critiques disent, s'installe vraiment. C'était pas le livre d'un seul, en fait, c'était pas l'auteur d'un seul livre qui a été un énorme best-seller, mais c'est quelqu'un qui a vraiment un univers et qui le revisite avec succès, dit-on, dans Mungo de Douglas Stewart. C'est aux éditions Globe. L'histoire, on revient à l'amitié de Emanuele Trevi. On passe chez Nassim Marashi avec l'automne et la dernière saison chez Zulma. Trois femmes qui se sont rencontrées à l'université, devenues de grandes amies. L'une travaille dans un cabinet d'architecte et se demande si elle ne veut pas aller faire son doctorat à l'université de Toulouse. L'autre est journaliste et son mari a décidé de quitter l'Iran pour vivre au Canada. Et elle se demande si elle n'aurait pas dû le suivre au Canada. Alors que la troisième, elle, a reçu une demande, une offre de mariage et se demande si elle doit accepter cette demande. Et ces trois femmes donc se retrouvent à la croisée des chemins. Et la grande question, évidemment, c'est est-ce que pour faire vivre sa vie, faire ce que l'on a envie de faire, il faut forcément s'exiler dans l'Iran de 2014, le moment où le roman se déroule. Donc c'est évidemment un roman qui n'est pas seulement dans l'air du temps. On parle de l'Iran et donc il y avait déjà eu en 2009, si je me souviens bien, toutes les manifestations étudiantes et premières vagues de protestation en Iran. Mais évidemment, ce roman qui a été écrit avant les événements de l'automne dernier autour de l'assassinat de cette jeune Iranienne qui refusait de porter le voile, on peut dire que Nassim Marashi arrive pile poil dans l'actualité en parlant de la vie de ces trois femmes et de leur destin dans l'Iran actuel des mollahs. Donc l'automne est la dernière saison. L'automne, c'est le moment où il va falloir faire un choix. C'est de Nassim Marashi aux éditions Zulma. On part pour la Russie avec un roman de Mikhail Shevelev aux éditions Gallimard. Ça s'appelle le numéro 1. Pardon, le numéro 1. Un homme, Vladimir, un jeune homme qui, à l'époque de l'URSS, en 1984, va être convoqué dans les bureaux du KGB pour une affaire de marché noir. Et il va donc être soumis à la question. Et il va donc sortir des bureaux, va penser que bon, il va pas avoir une petite punition, mais que tout ça est derrière lui. Et le roman se passe maintenant 30 ans plus tard, va surgir comme ça dans la vie de Vladimir, un Russe, mais qui est de New York, qui va donc arriver dans son environnement et il a des particularités tout à fait... En fait, ce qui est très particulier, c'est qu'il lui ressemble vraiment beaucoup. Et il va commencer à se demander si même il n'y aurait pas une parenté cachée. Et avec l'arrivée de ce personnage,
va débouler dans la Russie moderne, toutes les histoires de blanchiment d'argent, les magouilles, la corruption. Donc ça devient à ce moment-là un portrait de la Russie moderne, mais avec au centre de tout ça le KGB de l'époque, qui n'a rien oublié des gens qu'il a rencontrés. Et comme Poutine était évidemment le leader du KGB à l'époque et qu'on vit aujourd'hui dans la Russie de Poutine, Chevelev fait évidemment des liens entre le passé de Vladimir dans les années 80 et son destin dans la Russie des années 2020. Donc, le numéro 1, qui est à la limite du thriller et du livre politique, comme chez beaucoup d'auteurs russes, et pour les raisons qu'on sait dans le moment, c'est dans la collection du monde entier chez Gallimard, Mikhail Chevelev. Un roman, on revient dans l'extrémisme, cette fois-ci dans l'extrémisme, dans le terrorisme. C'est l'ultime roman du grand romancier espagnol Javier Marias, qui est décédé l'automne dernier, décédé du COVID, à 70 ans. Un nouveau roman qui s'intitule Thomas Nevinson, gros roman, où l'on retrouve donc Thomas Nevinson, qui était un des personnages secondaires du roman précédent, Berta Hilla, qui était aussi un genre de simili-roman d'espionnage. Cette fois-ci, c'est Thomas qui est le personnage principal, un espion britannique, qui était retiré des affaires d'espionnage, mais à qui on demande de reprendre du service et de se rendre dans le nord-ouest de l'Espagne, où se cacherait une terroriste irlandaise qui aurait accompli donc des actes terroristes pour l'IRA, mais aussi pour l'ETA, donc le mouvement terroriste basque, et qui serait donc en dormance dans une ville d'Espagne de l'Ouest. Et on demande à Thomas Nevinson de l'approcher. Elle vivrait possiblement sous 3 identités différentes. Et on confie à Nevinson le rôle de la mettre hors d'état de nuire. Or, plus il va s'approcher de l'objectif, plus des questions, je dirais, existentielles vont surgir dans sa pensée. Il n'a jamais tué de femme dans sa longue carrière d'espion. Et surtout, se pose la question éthique, c'est-à-dire, est-ce que les moyens justifient la fin? Est-ce qu'on peut se débarrasser du mal en se débarrassant de celui qui pose des bombes? Est-ce qu'en se débarrassant de celui qui pose des bombes, on se débarrasse du problème qui fait que l'on pose des bombes? Donc, tout cet aspect philosophique est traité, ce qui fait que, évidemment, ça paraît dans une collection littérature et non pas dans une collection roman policier. Les éléments du roman d'espionnage sont présents dans le roman, mais ce qui fait avancer le roman, c'est évidemment les réflexions toujours profondes de Javier Marias, ultime livre chez Gallimard, Thomas Nevinson. Et on termine à Boston, on revient en Amérique, avec Mercy Street de Jennifer Haigh. Mercy Street, c'est le nom d'une clinique d'avortement dans la très catholique Boston. Et donc, Jennifer Haigh nous présente Claudia, qui travaille dans cette clinique. Elle va nous faire le portrait des gens qui y travaillent, mais aussi le portrait des gens qui, à l'extérieur et de façon permanente, protestent. Les mouvements pro-vie sont là pour protester contre l'existence même de la clinique et du travail que les gens qui y sont font. Et donc, à ce portrait de cette femme, Claudia, l'histoire va se compliquer, je dirais, dans la deuxième partie, avec un personnage, c'est un peu compliqué là, mais le dealer de Claudia qui lui donne de la marijuana, qui l'aide à relaxer un peu le soir chez elle, a parmi ses clients un jeune homme qui, lui, est abonné à un gourou pro-vie sur une plateforme sur Internet. Et ce gourou pro-vie, donc, va faire une fixation sur Claudia, comme personnage qui anime cette clinique. Et le livre donc prend des tonalités un peu plus angoissantes à partir de là. L'écriture de Jennifer Haigh, et cela dit, pour les extraits que j'en ai lus, cela dit souvent doté d'un humour que je dirais assez acide. On parle d'un roman pas nécessairement facile à cause du sujet, mais d'un portrait de la société américaine d'autant plus pertinent qu'il a été écrit tout juste avant le jugement de la Cour suprême sur Roe versus Wade. Donc, ce sujet que l'on pensait réglé depuis 30 ans dans la société américaine, en fait, a rebondi, et de quelle façon dans l'actualité canadienne, mais dans l'actualité internationale. Donc, Mercy Street de Jennifer Haigh, c'est aux éditions Gallmaster.
Et voilà, c'était le survol des incontournables en littérature étrangère pour le mois de mars. On se revoit le mois prochain. Merci. Bonjour, mon nom est Stéphanie, je suis libraire à la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter mes incontournables de la littérature québécoise pour la salle de montre de mars. On commence avec le roman Personnage secondaire de Jeanne Dompierre dans la collection Shop de chez Québec Amérique. Alors, ce roman-là commence avec la disparition de Christelle Fournier. C'est donc une jeune femme qui, un soir, est sortie dans un bar accompagnée de ses amis et on l'a jamais revue. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si elle s'est fait kidnapper, s'il est arrivé une agression, quoi que ce soit. Mais depuis, elle a disparu et ses amis n'ont plus de nouvelles d'elle. Par contre, le roman ne parlera pas beaucoup de sa disparition. Ça va être surtout donc l'impact que sa disparition a eu sur dans la vie de ses amis, de son entourage. Et j'ai même envie de dire dans l'entourage, par exemple, on va avoir le personnage de la barmaid qui était dans le bar là, où elle était sortie le soir de sa disparition, qui va prendre la parole. Donc, on a un peu le point de vue de plusieurs personnages qui gravitaient autour de sa vie. Mais faites-vous-en pas, il y a quand même un dénouement en lien avec sa disparition. C'est surtout que le roman va parler beaucoup donc des effets, des conséquences sur les personnages et qui vont faire ressortir un peu leurs blessures, leur propre trauma à eux. Donc, comment une disparition puis un événement comme ça peut nous faire revivre nous-mêmes, c'est-à-dire nos propres traumas. C'est un roman qui est très d'actualité parce qu'il aborde évidemment la thématique de MeToo. Il aborde aussi la thématique, je veux dire, le phénomène, disons, ou bien le phénomène MeToo, et aussi toute la question de l'hypervigilance que vivent les femmes quand elles se promènent le soir dans la rue, à quel point on a besoin de faire attention, de surveiller constamment un peu nos arrières et tout ça. Donc, c'est un roman quand même qui a un point de vue assez féministe, très d'actualité, donc je suis persuadée que ça va plaire à une clientèle jeune et moins jeune. Ensuite, on y va avec quelque chose de complètement différent. En fait, c'est pas un premier roman parce que c'est un recueil de nouvelles, donc 8 nouvelles. Le silence des braises par Alex Serra Wagner aux éditions de la Maison en Feu. Une maison d'édition dont je vous ai souvent parlé, que j'aime bien. Donc, dans ce recueil de nouvelles, il est question de personnages qui font de la randonnée. Donc, en fait, c'était à la base d'un projet de mémoire de maîtrise. L'auteur avait, dans son mémoire, publié quelques nouvelles de ce recueil et il aime bien appeler ça l'imaginaire de la trail. Donc, de quelle manière le sentier, on peut tracer des parallèles entre la marche en sentier et nos propres intériorités. Donc, ce sont des personnages qui partent faire de la randonnée dans le but de s'égarer volontairement. Donc, le parallèle entre l'égarement physique qu'on vit quand on fait de la randonnée et l'égarement en soi. Aussi la même chose pour le rythme, donc le rythme de nos pas autant que notre propre rythme intérieur. Donc, quand même intéressant les parallèles qu'il fait avec notre propre quête identitaire. Tout ça dans des aventures différentes les unes que les autres. On va suivre, par exemple, un personnage qui est mycologue, donc il va aller partir à la cueillette des champignons. Encore un autre qui va partir en chaloupe sur les eaux de l'Antarctique. Donc, c'est quand même aussi des recueils qui connaît beaucoup d'action, des péripéties agréables. Donc, je trouvais ça intéressant. J'avais envie de vous le présenter. Ensuite, Droit vers le soleil de Brigitte Vaillancourt chez Boréal. C'est aussi un premier roman. C'est une autofiction. L'autrice a eu envie de s'attaquer au sujet encore tabou du couple ouvert, donc de cette espèce de phénomène-là où je dirais qui est un peu méconnu encore, dont les auteurs commencent à parler. On sent de plus en plus la question de l'émancipation de la femme qui se retrouve. Je pense par exemple à Daddy Issues qui est paru il y a quelques temps déjà, qui parlait donc d'une maîtresse avec la relation d'une femme avec son amant, dans une relation extra-conjugale. Donc cette fois-ci, Brigitte s'est tournée vers sa propre histoire parce que elle dit qu'elle-même est en couple avec un homme depuis longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais a ressenti un jour le besoin d'aller expérimenter des choses ailleurs. Donc, elle en a parlé à son conjoint, puis elle lui a dit finalement que elle l'aime de tout son cœur, mais qu'elle se voit pas explorer le même corps toute sa vie. Donc, elle a vraiment voulu, l'autrice, un peu
démystifier le tabou autour de ça, puis les préjugés qu'on peut avoir, parce que ce qu'elle dit, c'est que c'est pas parce qu'on est dans un couple ouvert que c'est qu'on n'a pas d'amour envers la personne qui nous accompagne, c'est simplement qu'on a envie d'essayer d'autres choses. Alors ce roman-là est teinté de sensualité, un peu d'érotisme, parce que l'autrice va donc nous parler, l'autrice et le personnage va nous parler des relations qu'elle entretient d'ailleurs avec son amant, et aussi va nous parler des bons souvenirs qu'elle a vécu avec son conjoint actuel. Donc voilà, c'est un roman quand même très d'actualité encore une fois. Émancipation des femmes, sensualité. Je pense que dans les prochains temps, on va avoir beaucoup de ce genre de romans-là qui vont sortir. On est encore une fois complètement dans une autre thématique. Hotline de Dimitri Nasrallah chez Peuplade. Donc, c'est un 4e roman pour cet auteur. D'ailleurs, ces romans ont connu quand même un bon succès. Celui-là, moi particulièrement, je trouve qu'il est quand même intéressant. Si vous avez probablement entendu parler de Là où je me terre de Caroline Dawson, en fait, dans le roman de Caroline Dawson, on faisait quand même une petite place à l'hommage de sa mère. Puis ce roman-là, en fait, c'est carrément un hommage à la mère immigrante. Donc, c'est vraiment intéressant. Dimitri Nasrallah raconte un peu sa propre histoire dans le personnage d'Omar qui, avec sa mère à l'âge de 8 ans, Omar avait 8 ans lorsqu'ils sont partis du Liban en pleine guerre civile, donc un petit peu avant les années 80. Et en 1984, ils ont emménagé au Canada, donc ils ont fui la guerre et puis ils ont dû laisser le personnage, en fait le père est décédé justement au Liban. Donc c'était justement accompagné de quelques bagages qui sont venus s'installer au Canada. Et donc on suit le parcours de cette mère-là qui est arrivée ici. Elle avait un bagage comme enseignante de français. Elle n'a pas réussi à trouver de travail dans son domaine. On lui a fermé les portes. On lui a dit « Madame, pourquoi on vous engagerait s'il y a déjà de la main-d'œuvre au Québec pour dans l'enseignement? » Donc, on l'a un peu découragée dès le début en lui disant que ce serait quasi impossible. Alors, elle a dû se revirer un peu de bord et appliquer sur un poste comme dans une entreprise, en fait, qui se spécialise dans la vente par téléphone de boîtes de repas diététiques. Donc, elle a eu le poste et étonnamment, elle s'est surprise à aimer ça dans une certaine mesure. Elle était quand même bonne pour vendre les boîtes repas. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'elle récoltait des confidences des potentiels clients. Donc, c'était un peu l'oreille de tout le monde, finalement. Puis c'est ça que je trouve beau dans le roman, c'est qu'on montre que la femme immigrante, souvent, elle va être l'oreille de tout le monde. Elle va être celle qui va devoir s'occuper, évidemment, de son enfant, s'occuper de tout le monde autour d'elle, sauf d'elle-même, finalement. Tu sais, c'est la dernière qui va être écoutée, qui va être... Donc ce roman-là est un peu un hommage à ces femmes-là persévérantes, résilientes. Alors, je pense vraiment que ça va connaître un beau succès. En tout cas, je l'espère. Et puis, je vous le recommande, le show. Ensuite, Roman d'amour d'Amélie Dumoulin, qui est une autrice qui a surtout écrit pour la jeunesse. Elle a été connue avec le roman Fée aime fée, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est un premier roman adulte. C'est un beau roman. Moi, j'ai commencé à le lire, puis vraiment, j'étais accrochée dès le début. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui, un beau jour, marche sur la rue et là, elle trouve un cahier par terre, un cahier Moleskine vide. Donc, elle décide de commencer à écrire dedans. Elle sait pas trop ce qu'elle va écrire et finalement, en écrivant, elle se rend compte qu'elle a envie de s'adresser à Barbara, son amie qui est décédée récemment. Donc, c'est un peu un journal intime qui s'adresse à Barbara, où elle va lui raconter sa maternité, en fait, son expérience avec la maternité nouvelle, puisque c'est elle qui a dû adopter les 3 enfants de Barbara à sa mort. Donc, elle va parler d'eux, elle va parler aussi de ses expériences extra-conjugales parce que elle connaît des expériences extra-conjugales. Elle va donc lui raconter un peu ses potins de vie, un peu comme on ferait avec une amie mais la seule différence, c'est que celle-ci est décédée. Et c'est vraiment touchant parce que c'est plein d'humour, c'est cru, c'est franc comme écriture, puis c'est très punché, mais il y a quand même un côté très touchant, très vulnérable. On sent la vulnérabilité du personnage. Puis, d'entrée de jeu, lorsqu'elle lui écrit au début à Barbara, elle lui dit
je sais pas si je vais réussir à faire mon deuil de toi après m'être mouchée dans tes pages, si je vais réussir à guérir finalement. Donc, on sait pas justement si ça va être quelque chose de salvateur que de s'adresser à elle, mais je trouve que je trouve que la manière de le dire est vraiment belle. Puis ben voilà, si vous voulez savoir ce qu'il en est de la fin, ben il faudra le lire là évidemment. Enfin, je vous parle de Pour que demain s'empare de nous de Julie Bosman chez Loméac. Donc, ce roman-là commence en 1998. C'est un roman choral. On alterne entre plusieurs personnages qui sont tous amis, qui sont tous dans un moment de leur vie où ils se remettent un peu en question. La vie les a un peu amochés par moments, j'ai envie de dire. C'est des gens qui sont un peu marginaux, qui ont toujours été un peu en marge ou incompris, en quête d'eux-mêmes. Et puis donc, on commence le roman en 1998 et on fait ensuite un gros bond dans le passé en 1989, donc presque les années 90. Alors, on les retrouve à leur début avant qu'ils emménagent à Montréal ou bien pendant qu'ils emménagent à Montréal. Et au même moment où arrive la chute du mur de Berlin, le féminicide à Polytechnique, donc plein de gros événements comme ça, historiques, sociologiques. Et ils vont faire le parallèle entre ces événements-là et leur vie. Donc, sans nécessairement, évidemment, la gravité entre les événements est à discuter, là, mais ça reste quand même que on fait vraiment, on trace un parallèle entre la vie des personnages et les événements dramatiques qui sont arrivés en parallèle, ce que je trouve intéressant. Puis donc, on fait donc cette ellipse-là va vraiment nous permettre de comprendre un peu pourquoi ils sont devenus aussi, disons, en marge de la société, puis pourquoi ils sont un peu des incompris finalement. Tout ça dans une langue crue aussi. Puis, je sais pas, les exemples qui sont donnés sont intéressants. Alors, voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut parler là, à tout le monde. Puis ça nous permet d'en apprendre aussi sur peut-être des faits divers qu'on connaît pas, parce qu'il mentionne aussi d'autres faits divers que les événements qu'on connaît, là, comme la chute de Berlin, évidemment. Donc, je vous le recommande. Je termine avec Le désordre naturel des choses de Camille Beauchamp chez Urtubise. C'est pas la première fois que je vous parle d'un roman chez Urtubise. C'est une maison d'édition que j'aime bien, que je trouve qui est accessible. C'est sûr que pour les étudiants les plus jeunes, les ados ou aussi les jeunes adultes, c'est vraiment des romans qui sont écrits très simplement, mais qui répondent à cette clientèle-là. Puis dans ce roman-là, en fait, l'autrice s'est penchée sur la question du désir de non-maternité. Donc, Sophie apprend un beau jour à 27 ans qu'elle est infertile et qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. C'était pas un désir chez elle d'en avoir tant que ça, mais cette finalité-là, agit sur elle comme agit comme un grand bouleversement parce que ça va impliquer une rupture, un déménagement, donc finalement un changement de vie. Alors, c'est suite à cette nouvelle-là qu'elle va un peu se remettre en question pour essayer de comprendre, tu sais, si j'ai pas d'enfant, est-ce que c'est possible pour moi de ressentir tout l'amour ou disons, de quelle manière finalement je vais m'en sortir dans la vie, parce que avoir des enfants, c'est encore quelque chose qu'on pense être une finalité en soi, pour se sentir complète en tant que femme, par exemple. Elle va faire la rencontre d'une femme octogénaire dans une résidence pour personnes âgées. Et cette madame-là n'a pas la langue dans sa poche et va un peu être un modèle pour elle, puis lui montrer que si on n'a pas d'enfant dans la vie, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'amour. Donc, c'est un roman qui est très lumineux, très touchant, et qu'on aborde un sujet qui est encore un peu tabou par moment, peut-être un peu moins, on en parle de plus en plus là, du fait de la non-maternité, mais quand même écrit donc pour un public plus jeune. Alors, je pense que c'est quand même très accessible, donc je voulais pas passer à côté. Donc voilà, c'est ce qui conclut mes capsules pour la salle de monde du mois de mars en littérature québécoise. On se dit au mois prochain!